Le MAG Éco. Nous vous donnons tout de suite l'essentiel de l'actualité dans le domaine économique avant de commencer. Ouvrons cette page informative sur l'actualité dans les secteurs bancaires congolais. Continental Energy Corporation, SEG en sigle. Une société de droit australien est prête à reprendre la BIAC. Dans une lettre officielle du directeur exécutif du SEC, William Conway informe au gouverneur de la BCC que les négociations de cette société avec l'actionnaire majoritaire de la BIAC, Sofiasa, représentée par Elwin Blattner, sont très avancées. Une lettre d'intention d'acquisition a été signée le 12 avril 2017. Les deux parties se sont mis d'accord pour finaliser la procédure des cessions. Cela devrait passer par une due diligence, entendue par là l'audit d'acquisition. Et dans les secteurs de transport et voies de communication, la décision du Premier ministre sortant, Sami Badibanga Ntita, autorisant l'importation de véhicules de plus de 10 ans est saluée dans les milieux des opérateurs économiques du Congo central. Pour la Fédération des entreprises du Congo central, c'est une mesure salutaire, d'autant plus que le décret Matata Pogno, qui plafonnait l'âge du véhicule à importer à moins de 10 ans, a produit des effets néfastes sur l'économie de la province. Et cette nouvelle mesure permettra donc la relance économique de cette province, estime cette fédération provinciale de Matadi. Et on se retrouve pour la seconde partie du MAG Éco, votre magazine économique qui vous dit tout sur l'actualité économique, sur les développements de la RDC. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Jules Kabongo. Il est le vice-président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, CCN-RDC, en sigle. Je m'en vais tout de suite le saluer. Bienvenue, Jules, dans cette émission MAG Éco. Bonjour, Madame Reine. Alors, avant de commencer, nous voudrions savoir quel regard avez-vous aujourd'hui sur l'économie congolaise dans l'état actuel? Alors, ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître surprenant. Moi, l'économie, je ne la lis pas telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, je la vois déjà à demain. C'est-à-dire que les difficultés de l'économie congolaise actuelle sont pour nous un élément qui doit nous motiver justement pour augmenter la créativité, pour justement la développer pour demain et développer comme il se doit. Prévoir une économie forte, pérenne, qui va faire que le monde économique tel qu'on le connaît maintenant ne va pas à chaque fois faire vaciller le pays. Et puisqu'on parle des actions de votre chambre, elle est malheureusement peu connue du public. Qu'est-ce que c'est que la Chambre de commerce nationale, s'il faut revenir en arrière? Bon, je crois que la Chambre de commerce nationale, pour ceux qui pourront se souvenir un peu, ce sont les prérogatives de la CCIZ, l'ancienne CCIZ en fait. Elle est peu connue, bon, si vous le dites. Donc, moi je sais que par rapport aux gens qui interagissent avec la Chambre, on a un très bon écho, on a un bon feedback. Mais je peux vous l'accorder parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas beaucoup communiqué. Et il faut dire que cette chambre de commerce, ça fait 2 ans qu'elle est en train d'être restructurée complètement. On a préféré faire une restructuration vraiment de fond en comble pour remettre une nouvelle stratégie, une nouvelle directive quant aux objectifs à atteindre. Alors, en quelques mots, je dirais que la chambre de commerce nationale, c'est l'organisation de la mission bilatérale entre la RDC et le Royaume du Maroc, qui s'est tenue en 2014 au Fleuve Congo Hotel, avec plus de 1000 entreprises dans le salon, dont 160 entreprises marocaines, accompagnées de 40 membres du gouvernement marocain. La Chambre de commerce nationale, c'est aussi 2016 le salon de l'étudiant, c'est 6000 visiteurs à Béatrice Hôtel, n'est-ce pas? 6000 étudiants qui ont eu l'opportunité d'avoir accès aux inscriptions dans toutes les universités marocaines à un prix préférentiel parce que négocié déjà dès le départ avec la Chambre de commerce.
Pour vous donner... Donc vous êtes multisectoriel, vous agissez dans tous les domaines pratiquement. Ben oui, parce que l'économie touche tous les domaines. On a tendance à faire fi, par exemple, de l'éducation, mais il faut savoir que l'entreprise de demain, l'entreprise pérenne et efficiente, c'est une entreprise qui investit dans l'homme. Donc la formation est la base et le socle même de la productivité. Donc on est obligé de se focaliser sur l'avenir de demain, qui sont nos plus jeunes, nos étudiants d'aujourd'hui, qui vont mener l'économie de demain. Donc, on a besoin qu'ils aient ne fût-ce qu'une maîtrise pour pouvoir échanger avec les interlocuteurs étrangers, pour qu'on parle le même langage. Quand on parle de business plan, ben, il faut savoir que ce sont des normes internationales. Il faut qu'on mette les mêmes éléments. Il faut qu'on arrive à se comprendre juste, je veux dire, dans les présentations ou tout simplement sur papier. Et pour revenir à notre sujet du jour, on parle également de la mission de la CCN RDC, entendez par là la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, dont vous êtes le vice-président. Et nous voudrions savoir quelle est la mission dévolue justement à la Chambre de commerce nationale et quel apport pour la RDC? Oui, donc la mission déjà de la Chambre de commerce est une mission de promouvoir l'économie congolaise, tant au niveau national qu'international. Ça, c'est la première mission. Et pour y arriver, pour ce faire, en utilisant, je dirais, tous les moyens qui sont à sa disposition, à savoir le partenariat local, le partenariat international, et développer des plans d'action et de stratégie, justement pour permettre à l'entrepreneur congolais de pouvoir se développer tant au niveau national qu'international. Et à votre humble avis, y a-t-il une classe moyenne aujourd'hui en RDC? La classe moyenne actuellement en RDC, elle n'existe pas. Il faut avoir le courage de se le dire. Pourquoi? Elle n'existe pas parce que les écarts, en fait, actuellement, la société telle qu'elle est, elle est conçue, ne nous donne pas, je dirais même, je peux répondre oui et non, parce que ça dépend de qu'est-ce que vous appelez classe moyenne. Oui, si vous prenez... Sinon, pourquoi? Et si oui, elle représente quel pourcentage, voilà. Justement, sinon, pour le cas de la population de l'RDC? Je vous dirais, si je réponds non, c'est par rapport, si on prend des statistiques par rapport à certains pays voisins ou étrangers, on se rend compte que si on prend en termes de pouvoir d'achat, notre classe moyenne n'existe pas, en tout cas sur ce fait-là. Je dirais oui, par rapport au pays. Il y a une classe moyenne nationale, si on peut l'appeler comme ça. On va pas prendre des statistiques internationaux, mais au niveau national, oui, la classe moyenne existe. Mais l'idée ici de créer la classe moyenne, on veut une classe moyenne qui soit reconnue selon les normes et les statistiques internationaux. C'est-à-dire qu'une classe moyenne qui puisse se retrouver tant ici au niveau de la RDC, ou en Belgique, en France et tout, qu'elle ait le même pouvoir d'achat partout où elle peut se déplacer. Et cette population congolaise n'a pas, comme vous le savez, le même pouvoir d'achat. Il y a des déséquilibres et elle vit avec $1, en deçà d'ailleurs d'$1 par jour. C'est pour ça que la mission de la Chambre de commerce trouve toute son importance, parce que notre but aussi, c'est d'amener justement cette population à pouvoir vivre avec plus qu'$1 par jour, à augmenter le PIB déjà de ce pays, en créant toutes les opportunités d'affaires pour que justement ce pouvoir d'achat augmente et que ce Congolais moyen ou lambda puisse être à l'aise partout dans le monde, qu'il soit aussi financièrement parlant un citoyen du monde. Oui, parmi les missions qui vous sont dévolues, vous prenez, en fait, ou vous visez l'accroissement des investissements en RDC, également la promotion, en fait, du développement, si je peux le dire ainsi. Mais pourquoi l'accès au crédit ou au financement en RDC est tellement dur jusqu'à aujourd'hui? Ça va de soi, c'est juste une question de garantie.
à l'heure d'aujourd'hui, très peu d'entreprises ou très peu d'opérateurs économiques ne peuvent donner des garanties qui vont rassurer aussi le secteur bancaire pour qu'il puisse avoir accès à ce fameux crédit. Un crédit, comme vous dites, c'est beaucoup de devoirs, n'est-ce pas? C'est le devoir, le premier devoir d'un crédit, c'est le devoir de remboursement. Donc ça, on doit le savoir. Et le devoir de remboursement, on le calcule sur deux éléments. Là, je vais vraiment résumer la chose. C'est d'abord être sûr que le projet va être rentable pour pouvoir rembourser le crédit ou avoir des avoirs conséquents qui peuvent couvrir la dette en cas de non-remboursement. Or, les opérateurs économiques congolais aujourd'hui, enfin du moins la plupart, n'ont pas ces garanties. Donc, difficulté d'avoir accès au crédit. Et le secteur bancaire qui est prêt à prêter cet argent se dit... La petite bourse du Congolais ne garantit pas les débiteurs. Mais tout dépend le montant demandé en crédit, n'est-ce pas? Si vous venez demander un crédit de 100 $, oui, on peut vous l'accorder, vous pouvez le rembourser, mais avec 100 $, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez... Quelle affaire vous allez développer avec 100 $ qui peut vous permettre une croissance assez efficace ou même visible, je veux dire, dans l'économie nationale? Tout dépend, n'est-ce pas? La chose qu'il y a aujourd'hui, comme vous avez parlé de l'investissement, la Chambre de commerce met un accent tout particulier à faire venir le bon investissement. Ce n'est pas n'importe quel investissement. Nous, on prend le bon investissement. Le bon investissement, c'est-à-dire que c'est un investissement gagnant-gagnant. La plupart des investissements que nous avons eus dans le pays, malheureusement, sont des investissements où le gain est à sens unique. Alors, ici, le but, c'est qu'on s'assure que l'investissement fait, je veux dire en RDC, d'abord profite à la RDC, sous forme de taxes, impôts et autres, et aux opérateurs congolais aussi. Parce qu'on veille aussi à ce qu'il y ait ce transfert de connaissances qui est un devoir en fait qu'on doit avoir et qui sont des paramètres pour moi qui sont incontournables quand on fait venir un investissement. Il faut qu'il y ait le transfert de connaissances. Il faut que la RDC se forme par des investisseurs extérieurs, mais la RDC doit se former. On doit acquérir une certaine compétence au profit de l'investisseur qui vient ici en RDC. Et l'investisseur doit évidemment avoir un retour sur son investissement. Donc, la même RDC doit garantir à cet investisseur, je veux dire, une certaine tranquillité et un retour sur l'investissement ou même le rapatriement de certains de ces fonds, quoi. Puisque vous travaillez dans ces domaines, par quelle voie la RDC peut aider les petites et moyennes entreprises à progresser ou à gagner leur autonomie? Bon, d'abord, ce n'est pas la RDC qui doit permettre aux petites entreprises de gagner leur autonomie. La Chambre de commerce qui doit y travailler alors. La Chambre de commerce y travaille, mais le premier acteur, n'est-ce pas, dans le gain de l'autonomie, c'est l'opérateur lui-même. Ça, c'est la première des choses. Je veux dire, quand il établit son plan d'action, s'il part sur un financement, par exemple, d'une banque, sa première des choses, dans son plan d'affaires, le business plan comme on l'appelle, il doit planifier, se dégager, je dirais, de cette dette, n'est-ce pas, pour parler vulgairement, de cette dette le plus tôt, pour qu'il puisse être autonome. Alors à ce moment-là, il devient maître de ses décisions, maître de ses investissements. Parce que tant qu'on est lié, par exemple, par un crédit ou autre, ben, on ne peut pas faire n'importe quoi comme investissement. On ne peut pas changer de secteur comme on le veut. Parce qu'on sait que, non, on est tenu d'abord de rembourser ça. Une fois qu'on a rempli cette mission-là, et ça c'est le plus important, maintenant, on est libre. Et cette culture d'entrepreneuriat, elle est difficile. Vous pensez que c'est un péché d'avoir hérité d'une culture coloniale aussi bureaucrate?
qui bloque aujourd'hui en fait ces sens même d'entrepreneuriat? Non, c'est vraiment des raccourcis et des idées que je balaye du revers de la main. Parce que le colon, quand on parle de la culture coloniale, là on a fêté le cinquantenaire de l'indépendance en 2010, mesdames. Donc, les Anglais ils sont plus affairés. Oui, mais ils sont affairés. Mais les Américains n'en parlent pas. Mais ça n'a rien à voir avec la culture coloniale. Entre-temps, il y a des hommes d'affaires congolais qui sont nés, qui ont vu le jour et qui ont prospéré, n'est-ce pas, qui émergent. Donc, ce qui n'est pas vrai. Moi, par exemple, je vais prendre mon propre exemple. Je suis un fils de Gécaminard. Mon père a travaillé à la Gécamine au Katanga ex-Chaba, n'est-ce pas, où c'était vraiment une société paternaliste. On ne pouvait pas trouver plus paternaliste, je crois, dans le pays à l'époque. Mais je suis dans le domaine des affaires. Donc, je ne pense pas avoir hérité de cet art ou autre. Non, ici, il y a la question, c'est d'abord la formation, avoir les bons éléments et une bonne culture d'entreprise. Et c'est pour ça que la Chambre de commerce a des programmes de formation pour ses membres qui vont leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent gérer leurs affaires. Les finances de l'entreprise n'est pas le portefeuille du patron, n'est-ce pas? Un chef d'entreprise, bizarrement, contrairement à ce que les gens peuvent croire, a le devoir de payer les salaires chaque fin de mois. Donc, avant même de pouvoir faire des dépenses, je dirais, personnelles et autres, il doit d'abord s'assurer que le fonds salarial soit déjà atteint avant de pouvoir. On peut ventiler, évidemment, mais c'est une des priorités. Le salarié ne passe pas en dernier. Parce que l'élément moteur dans une entreprise, c'est le salarié, c'est l'individu. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'investir dans l'homme, mais c'est ça aussi qui fait la rentabilité d'une entreprise. Si vous avez des employés qui sont bien formés et qui peuvent vous fournir un bon service et qui acceptent de faire des heures supplémentaires parce qu'ils se retrouvent aussi dans l'intérêt de l'entreprise, voilà ce qui va faire qu'une entreprise peut prospérer. Ce n'est pas la culture coloniale et autres. Si c'était, elle n'en est pour rien, donc ce sont des échappatoires. Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, si je me réfère sur l'exemple que vous venez de donner, vous avez parlé des Anglais, mais il y a des faillites en Angleterre, n'est-ce pas? Vous avez du chômage en Angleterre. Vous avez les mêmes tares que vous retrouvez ici, vous les retrouvez là-bas. La seule chose qu'il y a, c'est que il y a des choses qu'on doit maîtriser, il y a des choses qu'on doit comprendre, il y a des mentalités qu'on doit changer. Ça, c'est sûr et certain. Formaliser déjà son entreprise ou son activité, c'est une chose importante. L'économie, la plupart des opérateurs sont dans l'informel. Comment de la multiplicité des taxes, par exemple? Oui, mais comment voulez-vous avoir accès... Il y a de la fraude aussi, d'autre part. Oui, mais comment voulez-vous avoir accès à ce crédit dont vous venez de parler si vous êtes dans l'informel? Quels éléments vous allez présenter à votre banquier, n'est-ce pas? Si vous n'avez même pas, ou à une banque, si vous n'avez même pas un compte en banque, si vous ne pouvez pas établir un bilan à la fin de l'année et autres. Mais non, on parle des taxes, les tracasseries et tout. Ça, c'est le travail du gouvernement. Évidemment, le gouvernement doit mettre en place un cadre idéal, n'est-ce pas, pour l'épanouissement de l'opérateur économique et de l'économie. Ça, c'est un travail que la Chambre de commerce aussi fait avec les autorités en essayant d'apporter, je veux dire, ses compétences, ses apports, ses avis, ses conseils vis-à-vis du gouvernement pour que certaines choses puissent être arrangées ou améliorées. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons sur ce plateau de Mageko Jules Kabongo. Il est le vice-président de la Chambre de commerce nationale en République démocratique du Congo. Avec lui, nous parlons des actions et de la mission de cette Chambre nationale qui s'évertue à accroître les investissements, mais également à promouvoir l'entrepreneuriat en RDC. Justement pour dire que contrairement aux autres pays, la RDC a difficile à lever les fonds sur la place internationale alors que le développement passe également par là. Et que peut être la recette justement pour sortir la RDC de cet isolement? Bon,
je souris, n'est-ce pas, quand j'entends la question, parce que vous savez qu'il y a des économies qui se sont développées en autarcie. Donc, pour sortir un peu de ce marasme dont la RDC connaît aujourd'hui, on n'a pas spécialement besoin de fonds extérieurs. Ça, c'est une petite parenthèse, parce que la Chine s'est développée en autarcie. La RDC a la possibilité de se développer en autarcie. Mais bon, évidemment, maintenant pour répondre à votre question qui est la difficulté des levées de fonds de la RDC, ben, elle se base sur certains éléments. On ne va pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais je prendrai quelques éléments phares. La première des choses, si on parle de l'actualité d'aujourd'hui, ben, vous savez, l'attente d'un gouvernement fait que tous les opérateurs économiques ou même financiers extérieurs freinent un peu cette démarche pour aller vers la RDC. La RDC a toutes les garanties de remboursement parce que, comme vous savez, on ne cesse de parler du potentiel richesse de la RDC, mais donc, on n'a pas ce problème-là de remboursement, en fait, des financements extérieurs. Mais la seule chose qu'il y a... Donc, pas besoin de recourir au Fonds monétaire international. Pour moi, mon point de vue personnel, c'est que la RDC peut faire sans le Fonds monétaire international. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. On peut s'en sortir sans le Fonds monétaire international. Tout est une question de discipline. Ça, c'est une chose, une discipline nationale, un plan national bien suivi avec une audite gouvernementale et nationale dans tous les secteurs d'activité. On peut y arriver. On peut y arriver. La preuve étant que si je me réfère, la petite histoire nous ramène par exemple en 2011 par rapport à l'organisation des élections. On a eu des promesses, n'est-ce pas, de fonds pour l'organisation des élections, mais finalement la crise mondiale passant par là, les partenaires extérieurs n'ont pas pu faire ce pourquoi ils s'étaient engagés, mais la RDC a quand même fait l'effort d'organiser ces élections avec une grosse partie de ces fonds. Donc, on peut le faire. Elles seront en mesure d'organiser les mêmes élections au courant de cette année, comme prévu avec le budget provisoire du gouvernement actuel? Écoutez, moi, je suis un optimiste de nature. Je dirais oui, on peut le faire. Si on a la volonté, on peut le faire, de toutes les façons. Le budget provisoire, ça c'est une chose. Mais le budget provisoire ne veut pas dire qu'on est cloisonné par le haut. N'est-ce pas? Si les stratégies qui viennent en marge de ce budget ou même du gouvernement, on peut augmenter la productivité. Donc le budget provisoire ne veut pas dire qu'on est limité à atteindre ce montant-là. N'est-ce pas? On peut faire de l'over-target, comme on parle en entreprise. Donc on peut dépasser même les prévisions. Oui, Jules, on tend petit à petit vers la fin de notre mission, mais il y a pas mal de choses à dire. Nous voudrions savoir, en termes d'entrepreneuriat, qui est d'ailleurs la clé du développement, que pouvez-vous conseiller aux jeunes pour combattre le chômage en RDC? Vraiment, quelques mots avant de chuter avec la mission. Le premier conseil, n'arrêtez jamais de vous former. Ça, c'est une chose. On a malheureusement la plupart des jeunes, une fois qu'ils obtiennent leur diplôme, donc c'est vrai qu'ils se focalisent dans la recherche de l'emploi, mais bien souvent perdent un peu de vue de continuer à se former. À l'heure d'aujourd'hui, quand on arrête de se former, on commence déjà à régresser parce que les technologies avancent, la société avance, il y a des nouveautés tous les jours, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est le premier conseil. Il ne jamais arrêter de se former. Deuxièmement, si vous ne trouvez pas l'emploi, vous pouvez commencer à imaginer créer votre propre emploi. C'est là où, entre autres, la Chambre de commerce a un programme qui s'appelle l'École des champions, n'est-ce pas, où on accompagne les jeunes qui ont des projets, n'est-ce pas, pour la réalisation de ces projets, parce qu'ils sont créateurs d'emplois. À un certain moment, si vous n'arrivez pas à trouver de l'emploi, créez votre propre emploi.
La RDC aujourd'hui offre toutes les opportunités parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont encore vierges, qu'on peut encore développer. Et pour être plus concret, quels sont les secteurs qui intéressent votre accompagnement ou votre facilitation pour le financement justement de certains secteurs qui... En fait, on n'est pas limité. C'est tout projet est étudié, on regarde ce qu'il faut, n'est-ce pas? Si le projet est bien conçu et qu'il est viable, à côté de ça, nous recherchons, nous avons des partenaires qui sont là, que ce soit au niveau national ou international. Nous avons des partenaires qu'on peut intéresser à ce projet pour que ce jeune puisse réaliser son rêve en fait. La seule chose qu'on explique aussi aux gens, c'est le principe des actifs dans une entreprise. Malheureusement, ici, on a une culture où on veut toujours maîtriser 100% par exemple des actifs dans une entreprise. Mais quelquefois, on a l'idée, mais on n'a pas l'argent. Donc on doit accepter de dire, ok, je mets mon idée là, la personne a l'argent, donc je fais peut-être 50-50 ou bien je fais 60-40, tout est une question de discussion. Mais on doit accepter qu'on peut prendre un autre partenaire. Déjà, par rapport à soi-même, on diminue les risques. Parce que n'ayant pas investi 100%, je veux dire, du capital, même si les choses se passent mal, on ne perd que la partie qu'on a investie et pas 100%. Jules Kabongo, comment la Chambre de commerce nationale s'emploie-t-elle également à accompagner certaines entreprises à bord de la faillite ou en faillite complètement, le cas de la Sotexki, la Gécamine, pour ne citer que cela? Écoutez, moi je vais vous parler, vous avez cité la Sotexki, c'est vraiment un dossier que la Chambre a traité il n'y a pas longtemps. Écoutez, d'abord la Sotexki est une société qui était en difficulté, mais au travers du réseau de la Chambre de commerce, parce que la Chambre de commerce nationale fait partie aussi des membres fondateurs en fait des OPC, qui est l'organisme de promotion, n'est-ce pas, au commerce. On a pu, dans le cadre des rencontres à Casablanca, dans le Made in Africa, où le Royaume du Maroc a invité, en fait, a tenu des grandes assises en fait dans le secteur du textile. On a pu alors à ce moment-là inviter à mener la Sotexki jusqu'au Maroc pour qu'elle puisse être en contact avec les opérateurs dans son secteur au niveau africain, pouvoir avoir les contacts qu'il faut pour le refinancement ou même les stratégies et la réorganisation en fait de la structure, de sorte à la rendre beaucoup plus viable, beaucoup plus compétitive et trouver même, je dirais, des partenaires d'affaires dans le cadre des clients, n'est-ce pas, de sa production au niveau du coton et autres, pour la relance en fait de ses activités. Donc on est là aussi pour, je dirais, donner ce lead pour des sociétés congolaises. Vraiment, c'est une toute dernière préoccupation qui monte dans l'esprit, c'est que quelles sont vos relations? Je veux dire par là, les relations de la Chambre de commerce nationale en RDC et la FEC, également l'ANAPI. Apparemment, c'est comme si vos missions se croisent quelque part. Ben oui, elles ne peuvent que se croiser puisque quelque part on veut les trois institutions œuvrent pour le bien-être de la RDC ou du moins de l'économie de la RDC. Alors le président de la Chambre, Mike Tambwe, a toujours tenu à ce que chaque action de la Chambre de commerce, n'est-ce pas, dans la mesure du possible, qu'on soit accompagné par nos amis de la FEC ou bien de l'ANAPI. D'ailleurs, dans le cadre de la COP22 où le président Mike Tambwe était à Marrakech, la Chambre de commerce a représenté aussi l'ANAPI. Donc, nous travaillons ensemble parce que même si l'ANAPI travaille à la promotion, justement à l'investissement ici, la Chambre de commerce dans ses missions aussi a cela. Mais elle est beaucoup plus viable que les autres sur terrain. Laquelle? En termes d'action sur terrain, votre chambre de commerce. Oui, elle est viable. Comme je vous ai cité juste quelques missions, sans citer les missions extérieures. Moi, je reviens entre autres de New Delhi, où la Chambre de commerce vient de signer un MOU avec la Confédération indienne des entreprises, justement pour promouvoir
un autre type d'investissement au niveau des transferts de connaissances et permettre aux opérateurs congolais d'avoir des partenaires avec l'Inde dans le développement de leurs entreprises, que ce soit ici ou même vers l'extérieur. Merci Jules Kabongo. Le temps nous est imparti. On doit clôturer ces magazines économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, chers fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous recevions Jules Kabongo. Il est le vice-président de la Chambre de commerce nationale en République démocratique du Congo. Avec lui, nous avons échangé et longtemps débattu autour des actions et de la mission qui est dévolue à cette chambre. Et vous avez finalement compris quelque chose ou tiré quelques leçons. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. Restez toujours branchés sur les antennes de la RTGA. Merci également à toute l'équipe technique, Linda Kibushi, Pamphile Papado et tous ceux qui ont concouru, Benjamin Louyele. Grand merci à Dorcas Loubo. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour autre chose.